Bienvenue au making-of de Sans Dessin. Pourquoi un making-of? Pourquoi un making-of? Parce que j'ai dit à Mike, fais un making-of. On faisait rien dans la vie, tu sais. On avait des jobs poches, puis on s'est dit, hey, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie pour de vrai, tu sais? Comme crise un peu de la trentaine que tout le monde passe à travers. Fait qu'on s'est dit, ben, on veut faire des films dans la vie pour de vrai. Fait qu'on s'est dit, ben, OK. Est-ce qu'on applique à Sodec et Téléfilm Canada pour essayer d'avoir de l'argent? Non. Parce qu'on avait déjà essayé, puis... Non. On veut le faire, on va le faire là, tout de suite. Là. On va prendre nos sous, on va le faire comme on veut, à notre rythme, puis ça donnera ce que ça donnera au bout de la ligne. Mais on voulait pas attendre après personne pour faire ça. Là. Innocemment, on se disait, ben, ce film-là va montrer à tout le monde qu'on est capable de faire un long. Fait que ce film-là allait devenir la carte de visite pour nous autres. Fait que c'est un peu pour ça qu'on voulait faire un long, tu sais. Esti de plan de retard. Pour vrai, là, j'étais assis à la bol en train de lire mon livre de film, Leonard Maltin, puis je suis tombé sur le résumé des Frighteners de Peter Jackson. Puis j'ai dit, ouais, on préfère l'idée d'un gars qui vit avec un fantôme, comme dans le film Frighteners. En général, quand il est arrivé avec l'idée, oui, j'ai trouvé ça cool, puis j'ai tout de suite embarqué dans go, on le fait, on est capable, puis ça fait longtemps qu'on fait des films. Il est temps qu'on se lance dans quelque chose de plus gros. Par la suite, on a appelé les deux Eric, membres de Dead Cat Film, pour leur demander si ça leur tentait d'embarquer avec nous dans cette aventure-là pour faire un long métrage. Ils ont accepté, puis de là après ça a découlé des meetings pour développer l'histoire. Grossièrement, on élaborait l'histoire, on se rencontrait une fois par semaine autour de la table et on parlait du projet où on était rendu, puis de semaine en semaine, ça se contredisait, ça devenait de plus en plus précis. Fait que c'était juste un brainstorming constant. Puis Steve, vu que c'était un bum qui avait pas de job, il mettait en mots toutes les idées qu'on délirait, puis il enlignait ça plus correctement. Parce que c'était un peu dans tous les sens, surtout quand Saint-Jacques est là, mais bon. Moi, je suis celui qui sort des idées niaiseuses. Steve aussi sort des idées niaiseuses, mais là, on essaie de trouver avec cette idée niaiseuse-là quelque chose qui fait que ça va être drôle ou que la scène va être fun. Puis Caro, au bout de la ligne, va dire ah, ça c'est vraiment un cave. Là. Puis là, des fois, on a passé genre 10 minutes à arriver avec une affaire bien niaiseuse, puis ça marche pas. T'sais. Disons que Caroline est dure à convaincre, des fois. Faut vraiment que tu aies un bon point parce qu'elle aime ce qu'elle aime, puis elle aime pas ce qu'elle aime pas. Caro, c'est le filtre, un peu, si tu veux. Mais au bout de la ligne, on finit tout le temps par s'entendre sur un point. T'sais. Je pense qu'en premier, on s'est juste dit, on a-tu des anecdotes drôles? Parce que je pense qu'on savait que le film allait avoir une structure un peu à la ah, te souviens-tu de la fois que, puis là, t'as un flash, puis une joke, tu sais. Fait qu'on a mis plein de jokes à la table, dont la fille qui bouche les toilettes, le gars qui se fait exposer en tant qu'homosexuel devant ses parents. Tout ça, c'est toutes des anecdotes qu'on a pitchées sur la table. Puis à partir de ça, on s'est mis à les lier à certains personnages. Puis de là est né le personnage de Bob, qui était pas là à l'origine. Donc, tu sais, une anecdote a amené un personnage, tous des trucs comme ça. C'était plus qu'organique, là. C'était désorganisé. On savait pas que ça allait devenir une comédie romantique, si on peut dire. Ça n'a aucune idée, là. Mais à un moment donné, ça devient ça par défaut, parce que tu dis, il y a un fantôme qui revient aider son soi-même. Bon, il va l'aider comment? Ben, parce qu'il n'y a pas de job. Bon, mais là, tu fais quoi? Tu fais l'histoire d'un fantôme qui aide un gars à se trouver une job? Tu sais, et où l'intérêt? Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK, ben, faut qu'il se pogne une blonde parce qu'il est loser. C'est faut qu'il se pogne une blonde, cool. Fait que là, ça devient une comédie romantique, man. Ça devient un gars qu'il faut qu'il charme une fille, puis la fille veut pas. T'sais. C'est la matrice de toutes les comédies romantiques. Quand on écrivait Sans Dessin, on s'est dit, on se barre pas. Autant pour les gags que pour le scope de la chose. On s'est pas barré pour la quantité de lieux différents, la quantité de comédiens qui ont des rôles parlants. Écoute, on avait une scène qui était supposée de se passer sur le Titanic, OK? On l'a écrit, puis elle est restée dedans jusqu'à la dernière minute. On a une scène de combat avec des matraques. Ouais, mais on sait pas se battre avec des matraques. C'est pas grave. Pars pas gros comme ça, parce que tu vas finir petit comme ça, t'sais. Pars large, mets tout ce que tu veux dedans, puis après ça, tu sais, tu te choperas dans le gras, là. Mais ça, c'était vraiment dès le début, mets-en du gras. C'est bon, du gras. Grossièrement, la plupart des choses qu'on voit dans le film, c'est un peu relié à nous, à notre expérience ou de l'expérience de quelqu'un qu'on connaît. Paul, il prend des sons partout avec son laptop pour faire de la musique. Ben, je fais vraiment ça, là. Je fais un petit peu de musique à la maison, puis j'aime ça prendre des sons de n'importe quoi, là, puis... Fait que c'est vraiment quelque chose que je fais. Au niveau des ressemblances avec les personnages, ben moi, j'ai le côté hyperactif de Coriandre. Danser dans le salon, chanter, ça c'est moi. Et puis, quand Coriandre à la fin dit « Quand j'étais petite, il y a un gars qui m'a montré son pénis », ben ça m'est arrivé pour vrai.
Vincent, Bob, apparemment, il était basé un peu sur moi. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi, là, parce que je suis pas gay. Et puis, deuxièmement, ben c'est ça, là. Ah. Quand on avait quelque chose qui ressemblait à un scénario, là, genre 150 pages, là, ben on l'a fait lire à une couple d'amis. On a pogné les commentaires, on a fait des petits ajustements, puis à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est un film, là, c'est assez, ça se tient, c'est le fun, c'est un film. Fait qu'on s'est dit, OK, let's go, c'est assez d'écriture, faut commencer à se préparer, à passer à l'autre étape. Let's get to the business! Quand le scénario a commencé à prendre forme, puis qu'on a vu comment le personnage de Coriandre était, je pense que ça a été unanime avec tout le monde que c'est moi qui allais jouer le rôle. J'avais le goût de le faire. De un, il me ressemble beaucoup. Coriandre, c'est une bine, puis moi, je suis une bine. Coriandre Pinchot, Caroline Labrèche. Une bine. C'est pas compliqué. Pour le personnage de Paul, je pense que c'était assez évident que c'est Steve qui allait le jouer. Parce que je pense pas qu'on aurait trouvé personne qui aurait voulu jouer ce rôle-là à tous les jours de tournage pendant 1 an de temps. Parce qu'à l'époque, on pensait que ça allait prendre 1 an à tourner. Donc on se dit, il y a personne qui va vouloir faire un rôle pendant 1 an puis d'être là tout le temps, à tous les jours de tournage. Là. Puis il y a personne d'autre dans notre cercle d'amis immédiat qui était game de faire ça, puis qui était moins pas bon que moi. Genre, tu sais, comme, on aurait pu mettre Saint-Jacques dans le rôle de Paul, mais Saint-Jacques est plus pas bon que moi. Fait qu'on l'a pas pris. Il y avait quand même d'autres rôles assez principaux, comme Martine, etc. Puis on a décidé de faire des auditions pour vrai. On s'est pris un local, puis on a fait venir du monde. Alors, se transforme, tes hormones changent, puis paf! Wow! On a appris comme il faut, on s'est renseigné, puis on a appris que n'importe qui fait partie de l'Union des artistes, même si c'est un stagiaire, doit être payé. Puis tu dis, OK, c'est pas grave, on va le payer. Mais c'est parce qu'il y a une autre règle qui dit que du moment que tu payes un comédien UDA, ben tout le monde sur le plateau doit être payé. Même moi, qui n'ai pas comédien UDA, soudainement, je dois me payer. Moi, ça. Je dois payer Caroline, je dois payer tout le monde avec un salaire de permissionnaire de l'Union. Hein? Si tu prends ça en considération, ça fait augmenter ton budget malade. Là. Le film aurait coûté comme 300 000 $. Ça aurait été niaiseux. Fait qu'on a été obligé de rappeler tous ces gens-là qu'on avait considérés pour des gros rôles, puis leur dire, je m'excuse, on a appris qu'on pouvait pas te prendre gratuitement. Puis là, eux étaient fâchés d'apprendre ça, nous on était fâchés, mais on a tous appris quelque chose pendant ces journées-là, puis on a pris la décision de faire le film entre amis seulement, amis et connaissances de connaissances, mais d'avoir personne qui faisait partie d'aucune union pour être safe. Sans ce pouvoir-là, il te reste quoi? Ok, t'es bon avec tes matraques, mais n'importe quel style nerd de sous-sol est bon avec des matraques ou des épées ou des costumes de troll ou whatever! On a auditionné plusieurs personnes pour le rôle de Martine, puis quand on a vu Julie faire l'audition, on s'est dit, bon, ben, regarde, c'est notre Martine, c'est pas compliqué, là, tu sais. Merci pour le... Je pense que c'était bien que le personnage de Martine soit joué par Julie parce que justement, elle faisait partie de notre cercle d'amis. Pas depuis super longtemps, mais quand même, c'était la blonde à Simon depuis un bout, puis on la connaissait, puis tout ça. Fait que je pense que ça m'a mis, moi, plus en confiance de jouer avec elle que de dire de pogner une fille qu'on connaît pas, puis là, il faut que je joue comme le gars qui tripe sur elle, puis bon, à un moment donné, il faut que je donne un bec, puis on a des niaiseries à faire, puis tout ça. Je pense que c'est mieux que ça soit un ami. Il y a eu une zone de confort plus rapidement que si ça avait été quelqu'un qu'on connaît pas pantoute. J'ai juste une petite question pour toi. T'as-tu vu du Windex? On a, je pense, casté quand même une couple de personnes pour le poste, le rôle de Bob. Puis, entre autres, moi, j'ai essayé. Puis, j'aurais aimé ça jouer dedans, mais... Man, je me pose sérieusement des questions sur ta santé mentale, là. C'est plus des jokes. Moi, je suis vraiment concerné là, par ta santé mentale, là. C'est pas des jokes. C'était dans le même paragraphe, genre. Okay. Dans ma tête, c'était sûr que je voulais le faire. Je savais pas si j'allais l'avoir, mais pour moi, je pensais raisonnablement que j'allais avoir une bonne chance. Fait que oui, ça... je voulais le faire. En ayant tant de rôles dans le film, à un moment donné, tout le monde est dedans. Là. Puis là, t'es rendu presque à la moitié du tournage. Puis là, faut que tu fasses une scène avec une trentaine de figurants, une trentaine de concierges, tu sais.
Fait que là, tout le monde est là-dedans. Mon père est là-dedans, mes demi-sœurs sont là-dedans, les amis des amis sont là-dedans, le monde que ça fait 10 ans, je les ai pas parlé, sont là-dedans. Fait que tu sais, oui, c'est dur. Puis tu te dis tout le temps, ah, moi j'en connais du monde, moi j'en ai des amis, puis il y en a des frères et des sœurs, mais la règle est simple, là. Prends le chiffre que tu penses que tu vas avoir, les gens qui t'ont dit oui, puis divise par 3. C'est tout le temps comme ça. Le budget de départ, je pense que c'était le compte d'épargne de Caroline Labrèche. Il n'y en avait pas de budget, on s'est dit ça va coûter ce que ça coûtera, puis ça va être ça. C'est idiot, hein? Puis finalement, ça a coûté 15 000, tu sais. Fait que c'était plus long que ce qui était anticipé, mais le cash n'a pas grimpé tant que ça, tu sais. Pour un long métrage, c'est des peanuts, là. Sérieux, c'est vraiment rien. Hein. Mais pour les poches d'une petite fille qui travaille dans une job qu'elle aime pas, c'est beaucoup de sous, là. Vu que c'était un film pas de budget, donc on savait qu'on n'allait pas pouvoir payer des techniciens ou on n'allait pas commencer à cruiser des techniciens d'ailleurs. On s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Je veux dire, ça fait quand même 10 ans qu'on fait du court-métrage, donc on n'est pas si fou que ça, t'sais. Puis on est chanceux, on a un ami qu'on a connu à l'université, Simon Villeneuve, qui lui était un directeur photo en devenir. Aujourd'hui, il est hot. Je vais répondre à mon iPhone 4. Allô? Quand on a commencé, lui aussi était sur la piste montante. Là. Puis lui, on lui a demandé si ça lui tentait d'embarquer. Puis il dit oui, c'est sûr, si j'ai un contrat payant, je peux pas t'aider cette fin de semaine-là. Correct. T'sais. Puis sinon, les autres gens qui nous ont aidés, ben, les deux Eric de Dead Cat, qui se partageaient la tâche de Soundman ou de Grip ou de n'importe quoi. Tout ça, fait que c'était le cercle d'amis, puis on a été chanceux à trouver des gens un peu sur l'internet. Des fois, il y a des gens super motivés. Tu vas dire, hey, veux-tu venir passer une couple de fin de semaine à nous aider? Puis ouais, il y a du monde un peu vivant la révolution un peu. Là. Fait que ça, c'était le fun. La caméra qu'on utilisait, c'était Gracieuseté Christian Bergeron. Christian a été assez gentil pour nous prêter la caméra tout au long du tournage, et ce, gratuitement. Merci beaucoup. Et pendant un an, il a travaillé avec nous, donc il travaillait avec Simon, en fait. Puis après un an, je pense qu'il a réalisé que c'était pas vraiment pour lui faire du cinéma, mais il nous a dit, regardez, je vous prête la caméra, finissez vos trucs. Donc il nous a prêté la caméra jusqu'à la fin du tournage, ce qui était très, 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 très gentil de sa part. Là. Ben, wow! Merci. À un moment donné, on s'est rendu compte que à 300-400$ gros max pour une fin de semaine, tu avais ton équipement, puis ta bouffe, puis toutes tes affaires, puis tu tournais pendant 2 jours. Fait que, mettons 200$ par jour, c'était le budget à respecter. Facile, ça. Un style de plan de 8 heures. Vu qu'on n'avait jamais fait un long métrage, puis vu qu'on savait que c'était impossible de booker tous nos amis puis tous nos lieux en 2-3 semaines, on s'est dit, OK, on va prendre la technique des courts-métrages. On va en faire un petit de temps en temps. Exemple, si on tourne la scène 56, cette fin de semaine-là, le film devient la scène 56. On se concentre uniquement là-dessus. Fait qu'en y allant en petits morceaux, ça nous a aidé à... C'était moins stressant, on avait moins peur de faire des gaffes. Puis au début, c'était comme, si on oubliait quelque chose, on pouvait revenir dans 2 semaines pour tourner le petit bout qu'on a manqué. Puis ça nous a permis de gagner en confiance en faisant des petits sauts, plein de petits sauts, au lieu de faire comme un gros saut puis de se planter bien raide, mettons. Je dis pas qu'on se serait planté, mais c'était bien moins épeurant de faire ça en petits morceaux que de le faire d'une shot. Merci, c'est historique, c'est fantastique. Donc, dans 3 ans, sûrement que date pour date, on va être en train de faire le dernier plan. 3 ans. Hein, c'est bon? Dans 2 ans, on va commencer à charger. Mais moi, j'avais l'impression que ça prendrait juste un été. Je pense que c'était quand même ça le but. Je me disais que dans d'un an, on aurait fini. Ça a pris 2 ans à tourner, mais si on rajoute l'écriture au début, la post-production à la fin, puis ce qu'on fait présentement, c'est 4 ans. C'est fucking long. Même si au départ, on planifiait tourner à toutes les fins de semaine, ça marchait pas, même qu'on tournait pas à toutes les 2 fins de semaine. En règle générale, c'était 1 fois ou 3 semaines, mettons, qu'on tournait. Fait que durant ce temps-là, on avait toujours le temps de revenir sur le scénario et de raffiner des choses. Le scénario, avec le temps, s'est raccourci un petit peu. Des scènes qui ont été épurées, des scènes qui ont été détruites, réécrites, des nouvelles scènes. Ça a quand même évolué sur 2 ans. Puis en même temps, ça nous a permis, en tant que comédiens qui sont pas vraiment des comédiens, sur 2 ans, on est devenus de mieux en mieux, tu sais. On oublie ça. On se concentre sur le futur. Et c'était mauvais. T'as le temps d'y penser, t'as le temps d'évoluer un petit peu. Tu vois le projet qui prend forme. Sur 2 ans, c'est sûr que t'as le temps de le voir prendre forme. Pendant le temps où on tournait pas,
moi, je pouvais faire du montage. Donc, je pouvais prendre ce qu'on avait déjà tourné, puis l'assembler, puis voir un résultat concret, puis le partager avec le reste de l'équipe. Puis pour nous autres, ben, ça nous permettait de raffiner notre technique, puis d'anticiper des problèmes sur les prochaines fois qu'on allait tourner. T'sais. Est-ce qu'on est obligé de faire plus de plans ou moins de plans? Est-ce qu'on réalise bien? Est-ce qu'on joue bien? T'sais? Fait que tourner sur longtemps, ça nous a permis de, je pense, à tous les niveaux, devenir meilleur. C'est évident que tourner longtemps comme on l'a fait, ça apporte certains désavantages, surtout dans le plan de la continuité et toutes ces affaires-là. Fallait que tout le temps que je garde mes cheveux une certaine longueur parce que c'était le personnage de Bob. Il aurait pas fallu que je mange trop de gâteaux, que je devienne ultra fat non plus. C'est le genre d'affaire que oui, échelonné sur 2 ans, il faut faire attention à ça. Puis il est déjà arrivé des fois que ça pouvait mal tourner, comme « Oh, ok, on va tourner là, ça fait 3 mois qu'on a rien fait, il faut que je me fasse couper les cheveux. Ah, ils sont trop courts. » Puis là, on est en train d'essayer de mettre quelque chose sur la tête à Vincent parce que sa coupe de cheveux est pas pareille comme d'habitude. Il est comme trop rasé, tu sais, gars. C'est comme presque à la peau, là. C'est qu'à un certain moment donné, il y avait tellement plus de notion de temps, de restriction de temps, que j'avais l'impression qu'on allait tourner pour la vie. Parce que c'est pas comme si c'était une restriction à un moment donné créative, genre on a 24 jours puis si on ne finit pas, on n'a pas notre film. À un moment donné, tu fais des choix puis tu coupes des trucs, tandis que là, on pouvait juste tout faire. Ah, on a 42 plans à faire aujourd'hui, on les fera pas, fait qu'on va aller juste faire une autre journée de tournage de plus. La dernière fois qu'on a commencé cette scène-là, ça fait à peu près 1 mois. Là, on est une journée totalement différente. Moi, j'ai pas l'air de la même chose. La voiture est pas sale, exactement la même affaire. Il mouille dehors. C'est du cinéma, quoi. Je sens que oui, ça l'a démotivé des gens. Même moi et Steve, on était démotivés à un certain point, là, parce que tu dis, ça va-tu finir, ce film-là? Ça, c'est peut-être le truc que je trouvais un peu dommage, c'est qu'à la base, si on avait fait ce projet-là comme en 30 jours ou en 24 jours d'affilée, il y avait quand même une espèce de sentiment de « Ah, on l'a fait, on est arrivé au bout ». Tandis que là, on en est venu à un moment à se dire « Encore! » Simon veut mourir. Pour garder les gens motivés pendant longtemps, quoi faire? À part leur dire, écoute, c'est le fun, je suis content que tu sois ici, merci beaucoup, puis justement, tu sais, les nourrir, leur donner de la bouffe. Le plus souvent possible, on leur montrait des bouts du film pour qu'ils voient l'évolution du projet. Prendre leur input autant pendant le tournage que dans la post-production, juste de garder tout le monde au parfum de ce qui se passe, les garder impliqués le plus possible. C'est pas mal juste ça qu'on faisait pour les garder motivés, parce que quoi d'autre? Je vous demande quoi d'autre, tu sais. Oh yeah! Ben oui! C'est comme ça. Fouet en dessous des bras. Rase ça. Shape ça. Tant que tu gardes ton monde sous, ils vont travailler pour toi. T'en veux d'autres ou je le sers? Non, c'est bon, c'est C'est bon? Le son, ça tourne? Ouais! Caméra, ça tourne? Ouais! 5:49, plan 1, prise 2, action! En tant que réalisateur dans un film, là, ben, t'es responsable de tout. Je veux dire, faut que tu décides avec le directeur photo comment l'éclairage va être, la shot elle va être framée comment, qui va être placé où, qui va dire quoi, quand, à quelle intensité. T'es en charge de garder toujours l'histoire du film en tête parce que chaque petit détail compte. T'es aussi le producteur, donc tu penses toujours au budget, tu penses toujours à l'horaire, à quand est-ce ramener l'équipement, est-ce que tout le monde est content, est-ce que tout le monde est à l'heure. Donc tu fais 8000 tâches en même temps. Et en plus, tu joues dans ton film. Fait que là, c'est en plus d'avoir tous ces problèmes-là sur le dos, là, faut que tu penses à bien jouer, à te rappeler de tes lines, puis il y a 1500 affaires qui te passent par la tête. Fait que de le faire à 2, avec Caro, meilleure chose au monde. OK. C'est quoi le plan? Un autre de même, mais pas avec des yeux freaks. C'est impensable de pas avoir quelqu'un de l'autre bord de la caméra qui te dit « Excuse chose, ça c'était mauvais. » Ce matin, on tourne la première scène avec Caroline Labrèche. Est-ce que t'es stressée? Oh, Chris! Sérieux, ça fait une semaine que j'ai des papillons dans le ventre, je capote, là. C'est comme... Je m'excuse que je suis pas bonne. Fait que fais comme une graine, ça va être parfait. OK. Saute tes toilettes! Va dans le salon! Vite, va dans le salon! Quoi? Être capable de faire la coupure entre les deux, c'était assez difficile parce qu'en étant en avant de la caméra, tu te diriges toi-même quand tu joues. Quand tu joues avec l'autre personne, tu regardes comment que l'autre personne joue, puis dans ta tête, tu la diriges dans ta tête pour être capable d'après ça de dire quoi faire, quoi changer. Fait que là, automatiquement, quand la caméra ferme, ben là, tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé, le cadrage était correct. Tu sais,
Moi, je sais que je checkais vraiment tout le temps. Toi, t'es actrice, productrice, réalisatrice, /cook. C'est super le fun, mais c'est plus compliqué que juste être en arrière de la caméra, c'est sûr. Là. Fait que Steve, on est combien? Mais là, on est 2 personnes. La caméra tourne tout seul présentement. Ouais. Et Caro fait le son et je joue dedans. Le plus de personnes qu'on a été sur le plateau, le plus de techniciens en même temps, ça a été, je pense, 6. Puis là, si on compte techniciens, moi puis Caro, parce qu'on réalise. T'sais. Fait que ça a toujours été des petites équipes. Alors, c'est qui prend le son? C'est l'arbre. Qui tenait merveilleusement bien le micro et qui se plaignait jamais. C'était parfait. C'est tout le contraire de moi. Qu'est-ce que je vois ici? Ça, c'est un micro qui descend dans la main de quelqu'un qui opère la caméra. Mais attends, tu peux regarder par là, il manque de quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Le reste du crew. Le reste du crew. Il y a personne. Ça fonctionnait bien. C'est juste que tout est un peu plus long. Le directeur photo, il n'y a pas 4 gars pour l'aider, tu sais. Ça a pris quoi, 6 heures faire le setup, seulement? Moi, je dirais un bon 2 heures. Plus que 2, même 3. Parce que je suis one-man crew. Au niveau des désavantages du acteur photo, c'est sûr qu'au niveau de l'équipement, il y a quand même eu, je te dirais, il y a quand même eu des moments où il y a eu certains efforts de fait, puis on avait quand même l'éclairage qu'il fallait. Malgré que ce soit c'est une petite caméra HD, c'est des petits setups d'éclairage, des petits trucs, mais je pense que la nature du projet est à ça. C'est qu'on ne peut pas espérer que ça ait l'air de Lord of the Rings. Là. Donc éclairer une scène de nuit avec une 100 watts, même pas avec une 60 watts, puis une 40 watts pour faire un backlight, c'est pas top. Faut faire rouler le char à toutes les 10 minutes parce que sinon la batterie pourrait mourir. Devenu assez professionnel à faire tout avec comme 2 bâtons de popsicle et une chandelle. Là. Mais ça sort bien. Il y a un moment où ça a vraiment chier le son, que je me souviendrai toujours, et c'est immortalisé sur l'Internet. On retournait dans le Vieux-Port un dimanche matin, je pense. On n'était pas vraiment là, dans le centre du Vieux-Port, donc on se dit « Ah, on va être tranquille là, il n'y aura pas grand monde. » Oh, c'était un peu traumatisant. En premier, il y a eu une fanfare. Et tiens-toi loin des bananes. Ok, je me suis mal expliqué. Ça va faire, là. La parade! Il y a aussi le véhicule amphibien qu'on le voyait passer genre aux demi-heures. Et des touristes d'Ontario, des petites filles, là, qui m'ont rendu un peu fou. Fait exprès pour choisir quelque chose qui blesse pas, puis check! Désolé. Mais c'est ça, là. Oh. Ouais, mais je pensais que ça le faisait plus important, tu sais, plus dramatique. Mm-hmm. Hey, d'ailleurs, Je m'excuse. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Caro? Donc, on est en train de faire de la direction artistique. Parce qu'en fin de semaine, on va tourner dans la cuisine, mais Paul, dans son appartement, tout est dans ses boîtes. La direction artistique dans le film, c'est-à-dire tout ce qui est décor, costume, tout ce qui est dans l'univers visuel du film, ça allait être accompli par tout le monde. Je veux dire, il n'y a personne qui a dit « Moi, je suis directeur artistique ». Saint-Jacques a fait une grosse partie de ça, parce que lui, il est plus meuble puis architecture, il trippe un peu de ça comme dans sa tête. Là. Fait que, je pense que c'est lui qui est arrivé même avec l'idée de faire une table avec des boîtes, des choses comme ça, parce que il est cave. Ça, c'était une scène qui était le fun, ça, la scène des boîtes qui... C'est juste que l'effet peut-être passe pas si bien que ça à l'écran, là, où le monde peut-être le réalise pas. Là. Steve est dans la cuisine, il va répondre au téléphone, on le suit avec la caméra, on revient, puis il y a une montagne de boîtes. Ben, ça reste que cette scène-là, on l'a répété plusieurs fois, parce que là, chacun, on était quelque chose comme 4 dans la scène à aller prendre les boîtes, les empiler comme il faut, mettre la bière sur le dessus, puis là, Steve revenait, puis on avait un temps très serré pour faire ça. Le cut est le cut. On a travaillé sur des affaires un peu ridicules, comme faire voler des trucs, puis des affaires en même. Puis
C'était ben broche à foin, do it yourself, un peu de croche, mais ça donnait un résultat intéressant. On veut faire flotter un livre. Donc on l'a tout pimpé avec du carton et de la corde. Ça, on fait de quoi de même? Tu vois-tu, Steph? Ouais. Ouais, ça fait ça. Saint-Jacques était le gosseux, il était capable de gosser presque n'importe quoi, il prenait un malin plaisir à gosser des trucs. Écoute ça. C'était vraiment le fun de faire ces petites affaires-là. Bonjour. On aime les effets spéciaux, mais on n'a pas le budget. Fait qu'on, il n'y aura pas une caméra qui va tourner autour du sac puis qui va rentrer à travers. Puis, non, ça va juste être le sac qui flotte dans la cuisine. Fait qu'il faut que l'effet spéciaux soit croyable, mais qu'il soit drôle en même temps. C'était ça notre philosophie un peu. Puis là, fallait partir. Parce que sinon, si tu essaies de faire quelque chose de malade avec du feu puis du 3D, puis ça va finir que ça va juste avoir l'air d'un épisode de Captain Power des années 80. T'sais. Ça, c'était un autre style joke. Là. Quand est venu le temps de faire le fantôme du vieux Paul, c'est devenu un petit peu plus compliqué. On a loué ce qu'on appelle un chromat. Ça nous permet de faire du green screen, sauf que au lieu d'être comme un carton vert qui est en arrière de toi, un écran vert en arrière de toi, c'est une couverte grise qui réfléchit de la lumière. Puis cette lumière-là provient d'un anneau qui est accroché après la caméra. Avec ça, on obtient l'effet green screen. C'est vieux laid. Oui, je suis vieux. Pour le personnage du vieux Paul, on voulait avoir quelqu'un de connu dans ce rôle-là. Et puis, on l'a fait. On a tourné les scènes avec Jacques Lheureux, le comédien qui fait Passe-Montagne. Jusqu'à la fin du tournage, c'était un combat avec l'UDA pour savoir si on aurait le droit de se servir de sa performance. Puis même si lui voulait le faire, l'UDA voulait pas qu'il le fasse. Mais on s'est backé, on a fait les mêmes versions de ces scènes-là, mais avec moi dans le rôle du fantôme aussi. Par rapport aux effets spéciaux, il y avait beaucoup de doutes au sein de l'équipe, à savoir, ça va-tu marcher, ce que vous voulez faire, est-ce que vous allez être capable d'arranger ça dans l'ordinateur? J'étais un peu Judas des fois, j'y croyais pas tant que ça, mais en même temps oui, mais peut-être parce que je comprenais pas toute la structure de la chose, j'étais comme, voyons non, ça computait pas dans mon cerveau, j'étais, hein? Le doute! Ouais, mais si on fait ça de telle manière, ça va-tu marcher? Ah, bonjour, ça va bien, ouais. Parce qu'il faut faire un trou dans le sac. Je bave. Au niveau de la marionnette, moi, je me disais comme bon, je vais pouvoir faire un peu mon fou aussi, essayer de faire autre chose en autant que je suis à la caméra, je suis content. Non, mais ça a été le fun, honnêtement, comme projet. Si c'était pas être couché à terre avec mon bras qui sort d'un sac à dos pour faire la marionnette, là après ça, c'est être debout à côté d'un poteau, puis sortir mon bras juste à côté, puis c'est. Puis selon les lignes aussi, je savais pertinemment que c'est quelqu'un d'autre qui allait faire le voice-over, mais fallait quand même dire comme ok, mais je vais faire les lignes en même temps aussi, même si c'est pas ma voix, mais juste pour au moins donner le timing puis essayer de donner la bonne expression au bobette. Je trouve ça le fun. C'est long dans sa face. Ça va, les faits. Ouais, ça chaud, même. J'avoue, moi, j'étais très ouverte parce que j'avais lu le scénario, puis il y avait des idées vraiment saugrenues d'un bord puis de l'autre. Quand tu paniques, il faudrait quasiment que tu grimpes un peu paniqué. Moi, tu grimpes un peu. Ah oui! Comme si tu veux te sauver. Quand ça rentre, tu pognes après le bord, là. C'est Steve qui me barouettait d'un bord puis de l'autre, puis qui faisait les mouvements nécessaires. À ce qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ça arrive, ces scènes-là, puis c'est juste drôle. Regarde pas mes Ça. 1, 2, 3, tourne. Très marrant. Tu te mets des boxeurs? C'est comme si t'étais en costume de bain. Non! Making of. Les making-of, je déteste. Ah, c'est une bonne fin, ça.
Caro, pourquoi on peinture? On peinture parce que dans l'appartement de notre personnage Paul, faut que ce soit blanc, il peut pas avoir de couleur, faut que ce soit drabe, comme Paul. Puis là, c'est plate peinturer, mais on le fait pour la cause. C'est ça. Et on a tourné dans l'appart parce que le personnage de Paul, tant qu'à vivre en quelque part, ben, il va vivre ici. On était supposé de faire la moitié ici puis la moitié chez Éric Saint-Jacques, mais à un moment donné, ça a foiré, donc on a tout fait ici. Puis après ça, soit par paresse et ou ingéniosité, là, à un moment donné, tu fais « Ah, je pense que je peux faire ça dans la cuisine. » t'sais. Mais pourquoi on tourne pas dans une vraie salle de voyante? Ben parce qu'on n'a pas trouvé, puis c'est plus drôle d'en inventer une. Voyons. Allez, venez. Simon, c'est un plaisir. Allez, énorme. Alors, on est dans notre cuisine, hein? C'est évident. Et on a une petite boule, là, avec une petite table. En fait, la table, c'est juste des boîtes de carton avec des boîtes de pommes. Là, on a seté up une petite couverte avec des glinglins de Noël sur des gobos. C'est tellement laid. Alors, ici, dans nos studios de Cine Cucina, nous pouvons accomplir n'importe quel look. Fromage. Quand c'est le temps de faire l'appartement chez Coriandre, ben on s'est dit, ouais, mais son appartement à elle est bâti pareil comme celui de Paul, juste qu'avec une coupe d'étage en haut. Ben, on va prendre notre appart à nous autres encore, mais on va peinturer le mur, puis on va changer le décor. Fait que ça va devenir son appart à elle. Pourquoi faire ça? Comme je te dis, c'est tant qu'à aller écœurer un autre ami pour prendre son appart pour un autre 2 fins de semaine, je pense que j'aime mieux peinturer mon propre mur puis décorer, tu sais. On va tout faire ici, man. On va tout faire ici. C'est plus confortable, t'as moins peur de briser des trucs, t'as moins peur de faire des scratchs sur le mur, c'est ton environnement à toi, donc t'es dans ton élément. Là. C'est plus simple comme ça, je pense. Un autre avantage aussi, c'est que quand vient le temps de nourrir tout le monde, la bouffe est déjà sur place. Ça va plus vite, parce que t'as pas à charrier ton équipement dans 3-4 lieux différents, tu le fais tout à la même place. Fait que ça vient que tu sauves pareil. Là, pour de vrai, c'est comme tourner en studio. Sauf que le studio, ben, c'est ta cuisine, souvent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un monde d'érotisme affriolant. On a fait du blue screen dans la cuisine, entre autres pour Ça, c'est de l'art man. On a fait des effets spéciaux dans la cuisine sur blue screen. Ben, on est allé même jusqu'à... On était chanceux, notre comptoir de cuisine a presque la même texture que la table dans un restaurant, puis on n'avait pas oublié de faire un instant, on pouvait juste pas le faire, parce qu'on n'avait pas le dessin de Bob. C'était même pas Vincent qui était là pour faire Bob, c'était moi. Je me suis mis un jacket noir, on a tourné vers le comptoir, puis on a shooté l'insert, tu sais. Mais sinon, dans l'appart, le couloir qui mène du salon à notre chambre, il devient un couloir de bloc appartement. On a juste mis une fausse porte. La porte d'appart est rendue là, qui va dans notre chambre. Oui, ça, c'est notre chambre. Tout ça, ça a l'air de bien du trouble, mais c'est moins de trouble pour quelqu'un de paresseux de se mettre à faire des appels, d'essayer de trouver un bloc appartement qui va nous laisser tourner là, de pas faire de bruit, d'entendre tout le monde dans tous les blocs. C'est comme... T'élimines 10 problèmes pour en avoir 2. Là, le gros désavantage de tourner chez vous puis de tout faire ça, c'est que tu chamboules toute ta vie puis tu chamboules tout ton appartement. Mais, hey, le cave, c'est ton film. Fait que... on chialait pas, là. Je pense pas qu'on s'est plaint auprès des amis que « Oh là là, j'ai tout défait mon salon pour qu'on tourne. » Non, regarde, oui, j'ai tout défait mon salon pour qu'on tourne parce qu'on tourne notre film, puis c'est notre job de se mettre dans la boîte parce que c'est notre film. Fait que oui, on a défait la cuisine à chaque fois qu'on tournait, il fallait défaire la table de la cuisine, refaire la table avec les boîtes. Ah ouais, de l'équipement, mets-en sur ton lit, puis tu sais... vire le salon à l'envers, peinture la cuisine, peinture la chambre. Oui, c'est sûr, mais tu sais, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. Tu peux pas, tu sais. Ta matante est bien fine, là, mais je pense pas que tu vas aller tourner chez eux pendant 1 an, toutes les 2 fins de semaine. Tu sais. Ouais! 1, 2, 3, go! On est le 7 août et il est présentement 6 heures du soir. Et puis on va faire le premier plan. Ouais, on va faire le premier plan. La scène des spaghettis, ou des nouilles, ou des frites, appelle ça comme tu veux, tournée sur 4 nuits. Gros challenge. C'est un de nos premiers shoots de nuit pour vrai, puis il est tout en extérieur. On a une génératrice qui fait bien du bruit, on a des gros spots qui coûtent cher. Depuis qu'on a eu notre subvention de la SEDEC et de Téléfilm Canada, vraiment on peut se permettre d'acheter plein d'affaires. OK. Ah oui. C'est comme ça. On a loué aussi des échafauds
Pour mettre des spots là-dessus. Soudainement, oups, il se met à pleuvoir, puis il faut couvrir comme des gros spots pour pas qu'il y ait des gros circuits. Puis c'était un tournage où est-ce que Simon, notre directeur photo, avait une caméra. Ouais, c'est beau, ben j'ai éclairé. Puis de l'autre bord, il y avait moi puis Caro. Puis c'était go, on tourne 2 affaires en même temps. Il y avait tout le temps 2 plans en même temps. C'était assez fou, fallait faire un nombre incroyable de plans en un temps record. On a 110 plans. Scène d'action, man, faut qu'elle soit découpée. J'aimais la conversation avec Simon au téléphone qui disait 110 plans, man. Moi, je suis sûr que tu peux faire 120 plans. À partir de 140, man. J'ai fait descendre à 110. Quand même. Bon. Alright, let's shoot this fucker. Caméra, ça tourne. Action. Ouvre. C'est trop serré un peu. C'est trop serré. Je recommence. Ah ouais, on recommence tout de suite, go. J'ai peur! Claustrophobe! Au secours! C'est une scène qui était le fun, ça, point de vue effets spéciaux et tout ça. Qui sont plus des effets mécaniques, en fait. Tu sais, beaucoup de bâtons de rentrée dans des frites de piscine. Des affaires avec de la ficelle, puis toutes des espèces de gogos de même. Fait que ça, c'était un gros challenge, tourner ça. Puis c'est un gros challenge juste à le préparer. Sur papier, là, dans notre première version, là, c'était une frite de piscine sort d'un container, sac une volée à Bob, Paul est champion, let's move on. C'était pas très décrit, là. On savait pas vraiment ce qui allait se passer. Là. On s'est ramassés dans la cuisine, moi, Steve puis Éric Saint-Jacques, puis on s'amusait à le tapocher avec les nouilles. Oui, c'est rasé plus que d'autres choses. Faut toujours que tu penses que la nouille ou la frite est contrôlée par le fantôme. Fait qu'il faut toujours que ça ait un petit peu de sens de même. Je le vois vraiment que la nouille, elle aide. On trouve des gags qui sont drôles. Après ça, on fait une chorégraphie avec comme des bonhommes G.I. Joe, des niaiseries de même. Bon, lui, il court, mettons. Ouais. C'était la frite jaune qui arrive. Puis là, il pogne les pieds. Là, il va voler dans les airs. Pow! Il tombe sur des spags qui sont là. Les spags roulent. Jusque dans le container. Là, après ça, on fait un montage dans l'ordi avec ça, puis on l'écoute à voir, OK, est-ce qu'on comprend que la frite jaune court après Bob puis qu'elle sague une claque? Oui, OK, c'est-tu drôle, oui ou non? Puis après ça, tu fais ton shot list, puis là, tu marques tous les plans que tu veux tourner, puis là, tu te rends compte, hey, en 4 jours, j'ai comme 200 plans, tu sais, ça se peut pas, c'est trop. Fait que là, tu coupes un peu, puis pendant que tu le tournes, tu coupes encore un peu. Il y avait comme 8000 gags, puis c'est devenu plus petit que ce que c'était, là. C'était le fun à conceptualiser, puis l'exécution même était le fun. Le tournage était le fun. Puis Vincent, il est drôle, là. Fait que ça rendait l'affaire le fun. Là. Fait que quand on le frappait avec les nouilles, c'était comme... c'était sympathique. Go! Et il y a des shots qui me butaient vraiment la tronche. Traite dans la gueule. Mais c'était physiquement éprouvant, effectivement. Puis c'était tout le temps de nuit qu'il fallait filmer, donc vers la deuxième, troisième nuit, commence à être magané de pas dormir et commence à avoir les cernes en dessous des yeux. Ce n'est pas du make-up. Il était patient, Vincent, c'est fou. Il a pas chialé une fois durant les 4 journées qu'on a se avec lui. Là. Il a jamais dit un mot. Je comprends même pas pourquoi qu'à la fin de ça, il a même pas dit manger de la boîte, moi je m'en vais chez nous puis je reviens plus. Hey là, man, come on! Donne-nous ça comme une merde! Fait qu'oubliez pas l'impact! Action! Cette fois-ci, on a brainstormé avec Frank et Johan qui font partie de Roadkill Superstar. Puis eux autres font souvent des films justement de combat, des films de gore, tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben tant qu'à les avoir dans le film, ben on va profiter de leur input aussi, tu sais, pour brainstormer, pour trouver des moves de combat, des niaiseries de même. Avez-vous un mini background de karaté, là, ou non? Pas du tout. On les a appelés, puis ils sont venus chez nous, on a brainstormé, et après ça, on est allé dans le cours, puis on s'est amusé à improviser des moves de combat. Faut que ça vient courant, puis je dis, cours, casseur! Après ça, on a fait un montage, on a fait des petites pratiques, on a fait des bonhommes G.I. Joe.
Moi, j'ai trouvé que c'était un tournage assez difficile, ces 3 jours-là, sous le viaduc. C'est pollué, ça pue, il y a beaucoup de bruit. Tu te cries après, là. T'étais à 2 pieds de la personne, puis je pense qu'on devrait faire ça. C'est dégueulasse. Il y avait des gouttes qui nous tombaient dessus. Je postillonne. Ben, des gouttes dans ce genre-là. Là. Ça te tombe sur l'oreille, c'est comme du jus d'automobile, c'est un peu bizarre. À terre, c'est noir, c'est sale. Tes mains sont comme dégueulasses, tu te mouches, c'est dégueulasse. Fait que c'était comme... c'était un environnement pas le fun, mais on avait du fun pareil. Go! Là, j'ai besoin d'embrasser une fille tout de suite. Hey! 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 Puis Johan et Frank, c'était vraiment le fun de travailler avec eux autres. Ils sont vraiment en cave, là. Cave dans le bon sens. Là. Ils sont vraiment drôles. Là. 1, 2, 3, go! On tourne pareil, 1, 2, 3, go! Ok, good! That was amazing. Je pense qu'on a mal commencé cette fin de semaine-là. On était comme un genre de poulet pas de tête, là. Il manquait quelqu'un sur le plateau. Puis là, il y avait plein de questions à savoir ouais, mais si on met la caméra par là, on va voir la route, mais tantôt on la voyait pas. Fait qu'on va-tu penser qu'on n'est pas du bon bord? Puis des questions super techniques. Décide-le parce que moi je suis confused, mais je te fais confiance. Décide-le. Puis finalement, quand tu te rends compte, là, dans un combat, là, la seule affaire que tu regardes, là, c'est ça là-dessus. Là, tu vas tirer, Johan. Ouais. Comme ça. Puis là, tu vas revirer ta tête, puis tu vas voir que les chocs s'en mettent vers toi. Personnellement, cette scène-là, je l'ai trouvée très difficile. Pour une scène d'action, c'est quoi, une équipe normale serait 50. Mais là, on était 5 là, pour tout faire. Tu aurais quelqu'un qui coordonne tout ça, tu aurais quelqu'un qui t'aide avec la chorégraphie, avec l'élément de danger. T'sais. Puis là, tu as Caro qui est pogné pour faire la bouffe, pour mener le bal dans un environnement dégueulasse où est-ce que tu t'entends même pas parler, pour tenir un reflow, pour faire la deuxième caméra, tout ça. Fait que pour elle, c'était l'enfer. Je veux dire, moi, j'avais le beau jeu, j'étais en avant de la cam, puis je faisais des pirouettes, mais elle en a mangé du poil. Dans la scène de combat, à un moment donné, vous avez sûrement remarqué, je vole. Explique-nous ce qu'on fait là présentement. On va me tuer! Bon, allez, viens. J'ai embarqué sur l'auto, puis... Je suis sur une voiture, je suis la voiture à mon frère puis à Caro. Et puis il y en a une personne en dedans qui me tient le pied, puis moi je suis sur le dessus, puis dans le fond on roule en dessous du viaduc. C'est pas super, c'est gars. Je peux plus utiliser mon main. Ouais, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait de la gymnastique toute ma vie, là, fait que moi, ça fait bric-à-brac, je suis toujours là. C'est un jeu dangereux! Qu'est-ce qui se passe? Ta soeur, elle a la chienne. Mais elle a-tu dit je veux pas le faire? Elle a dit moi, je suis écœuré. Elle a dit je suis écœuré? Ouais. Mais c'est sûr que là, je suis sur un auto, fait que je me disais, si je tombe, je craque ma tête, je meurs. C'était comme bon! C'est bon, c'est fini. Ça, c'est rare, mais... La post-production côtoyait la production et la pré-production tout au long du film. Donc, il y avait du montage qui se faisait tout au long de l'année. Dès qu'on avait une scène de tournée puis qu'on avait du temps libre, j'essayais de sauter sur l'ordinateur tout de suite puis la monter. À chaque fois que je venais chez Steve et Caro, j'étais vraiment comme un enfant. J'étais je veux voir des bouts du film, je veux voir des bouts du film. Disons que du moment que le film était fini pour de vrai, genre avril 2009, ben là, c'était vraiment le temps de commencer à tout assembler, là. C'est vrai, ça va te donner la serviette. Bon matin, moi je monte. Steve, durant la journée, faisait le montage, puis moi, quand je revenais de travailler, je regardais son montage, je donnais mes commentaires et on faisait des changements. C'est quelque chose que j'aime pas, je le dis, puis tout le monde changeait. Si je frame juste ton rideau de même, là, on dirait qu'on est dans un vrai studio. On est le 7 juin en soirée, puis on est en train de faire du ADR.
additional dialogue recording. Ou comme on dit en français, de la post-synchro. Ouais. Ouais. Ça a dû être fait parce que dans plusieurs scènes comme telles, c'était trop bruyant, l'environnement. Si t'es bitch, man. Ou peut-être qu'il y avait eu des problèmes avec les prises de son quelconques. Si t'es bitch, man. T'entends ta ligne, et après ça, tu dis, OK, faut que je répète ça exactement comme tel. C'est remarquable comment est-ce qu'on peut se fourvoyer. Pis là, mon boss m'a collé ça à la porte parce que j'ai collé les accidents. You suck! Ben non, ça s'est relativement bien passé, je crois. Prise 2, prise 3, prise 15, prise 23. Hey! 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 Ton char est en feu! Explore la pièce! Explore la pièce avec ta voix! Dans la post-production, il fallait aussi faire les effets spéciaux. Non, mais tu n'avais une coupe de bonne, je veux juste pour voir ton autre. Pas de niaisage! Non. Pas de niaisage! Pas de niaisage. Il y a des effets spéciaux qui se font sur le plateau. On s'entend, quand tu manipules un bas, c'est correct. Là. Mais à un moment donné, faut effacer Vincent, mettons. T'sais. Mais là, c'est des affaires que moi, j'étais capable de faire. J'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. On était chanceux parce qu'on avait un contact dans une compagnie d'effets spéciaux, Digital Dimension, et eux ont fait beaucoup d'effets sur le film. Puis ça a donné un bon résultat. Là. Il y a plusieurs plans, comme la frite qui fait des backflips. Ben, il y a comme Caro qui manipule une frite. Ça fait que là, il fallait effacer Caro. Il y a aussi Jaffaz avec sa compagnie Alchemy 24 qui a fait des effets spéciaux pour nous autres. Puis il a fait une super belle job. Puis ça nous a aidé beaucoup parce que j'aurais passé des mois à juste apprendre comment faire des effets spéciaux puis essayer de les faire. Puis ça aurait pas été aussi bon. Puis ça aurait juste pris la vie à faire. Là. Dans le film, on a des scènes en animation 2D parce que on est paresseux. Pour de vrai. Parce qu'on avait dans le scénario une scène, entre autres, dans une cour d'école avec des élèves. Fait que là, on se disait, faut trouver un jeune comédien qui joue Paul. Faut qu'il y ait comme une vingtaine d'élèves en arrière. Faut qu'on ait l'autorisation d'une commission scolaire, tout ça. Puis maintenant, on a dit, ça serait donc plus simple si on faisait ça animé. Fait qu'on s'est dit, à chaque fois qu'il va y avoir un flashback qui va avoir rapport à la mémoire de quelqu'un, ben ça va être en photo. Ça sent le flashback, ça. Qui dit photo, dit souvenir, dit mémoire. Hey, ça se tient, on est des artistes. Fait on a trouvé 2 personnes pour faire les animations 2D. Amélie Sakelaris, qui était une amie, et qui est encore une amie, et Xavier Bernapel, qui est un dude qu'on a rencontré sur Internet. Ces personnes-là, on leur a donné des photos, un découpage technique et une trame sonore. Et avec ça, eux autres sont allés travailler sur l'animation 2D. Oh boy! Puis on se voyait comme une fois par semaine pour élaborer ces scènes-là, mais c'est vraiment eux qui ont travaillé là-dessus comme des fous puis qui ont fait une belle job. Les photos, les personnages, c'est vraiment les vrais visages. C'est mon visage. J'avais apporté des photos de moi au primaire. Puis en tout cas, tous les personnages qui sont là-dedans, c'est vraiment des gens aussi qui sont proches. Donc c'est tous des amis ou des gens reliés au tournage. C'est drôle de voir les photos de tout ça. C'est qu'en gros, c'était juste plus facile de dealer avec 2 personnes qui vont créer quelque chose, même s'il faut que tu donnes beaucoup de ton temps et de ton input, que de dealer avec un tournage avec une trentaine d'enfants puis des affaires super compliquées. En fait, je pense que ça a donné quelque chose de plus cool que qu'est-ce que nous, on avait en tête au départ. Pendant le tournage, on avait eu la réponse du Festival Fantasia qui nous avait dit, parce qu'eux avaient vu une copie de travail. Donc à ce moment-là, ils ont dit, ben écoute, le film est le fun, si vous le finissez à temps, il va être accepté à Fantasia 2009. Fait qu'on s'est grouillé à le finir justement pour cette date-là. On est dans notre salon, puis on va faire un screen test de Sans dessin, le film le plus moins cher au monde. On récoltait les commentaires des gens par rapport à la première version. Puis avec ces commentaires-là, ben, nous, on retournait, puis on faisait une deuxième version, puis on leur remontrait par la suite. Puis après la deuxième version, ben, là, c'était rendu que, OK, bon, ben, on prend les commentaires, mais on décide, nous autres, qu'est-ce qu'on change, puis la version est finale après. Là. On a juste hâte de... Personnellement, moi, j'ai juste hâte de le crisser dans une salle, puis de voir la réaction du monde, pour voir est-ce qu'on a tout fait ça pour rien, est-ce que c'est drôle. Ouais, mais Steve, est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être drôle? T'es cave! Il y avait un genre de mini buzz là, sur Sans dessin. On a parlé dans Le Voir, on a parlé dans la Gazette, on a parlé un peu partout. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Là. Ça a fait comme un build-up un peu pour se rendre jusqu'au
jusqu'au screening. J'avais vraiment une crainte. De un, j'avais peur qu'il n'y ait pas personne qui vienne. On va te remplir la salle, là. Puis c'est quand même la plus grosse salle où ce qui était présenté, c'était la salle à la Concordia. Et mais c'était vraiment cool de voir que, bon, dans la salle, il contient, je pense, c'est 700 personnes d'habitude, puis je pense qu'on était pas loin de 600 ou 550, quelque chose dans le genre. Ça, c'était vraiment le fun de voir que le film a pu quand même avoir attiré tant de monde que ça. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre, ça me fait vraiment plaisir. Oui. D'arriver à cette soirée-là, c'était vraiment... Tu te livres à tout le monde. C'est comme... T'accouches devant tout le monde, dans le fond. Là. Fait que ton film joue devant, comme, je sais pas, 500 personnes, mettons, puis il rit tout à la bonne place. C'était quelque chose de cute, le monde était comme « Ah! » Si c'était drôle, tout le monde riait. Fait à un moment donné, je regardais le film, mais je regardais plus, je regardais alentour, puis j'étais comme « Non! » Le monde, ils sont dedans, là. Délirant, disons-le. C'était un moment qui était... Ouais, c'était magique, là. On flottait comme sur un petit nuage, là. Tu sais, pendant la représentation, le stress, il était là tout le temps, pareil, parce que tu te demandes tout le temps, le monde va tirer, à la bonne place. Mais plus ça allait, puis, tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, que ça pogne. Tu le fais pourquoi, le film? Tu le fais juste parce que tu veux que quelqu'un le voit, puis c'est super égoïste, comme quand tu penses à ça, là. Je fais quelque chose parce que je veux que les gens rient puis applaudissent parce que je suis bon. C'est poche, là, mais c'est ça. Puis en plus, t'as un double satisfaction parce que tu sais que tu l'as fait avec les moyens du bord, puis t'as sué comme un cave, puis c'était comme une famille qui a fait ça, une petite gang, puis tu sais. Puis le monde rit autant que la grosse comédie sale qui va sortir demain avec Chose bien de connue, tu sais. Fait que c'était comme très, très, très satisfaisant. Ça, c'est... Non, c'était excellent. Lors de la première à Fantasia, en fait, juste avant la première de Fantasia, nous, on avait téléphoné à une couple de distributeurs juste pour les inviter à venir voir le film. Donc ça nous a aidé parce qu'en fait, il y a notre distributeur présent qui est venu voir le film, puis ça a enclenché des démarches. Puis là, ben, aujourd'hui, vous avez le DVD dans vos mains à cause de ça. T'sais. Puis pendant ce temps-là, ben, on a essayé d'envoyer le film dans d'autres festivals. Fait qu'on a passé au rendez-vous du cinéma québécois, le festival Spasme, le festival à Victoria, en Colombie-Britannique, des choses comme ça. Mais c'est toujours une game un peu frustrante. Là. Je veux dire, tu payes pour envoyer ton film, dans les festivals à travers le monde. Puis s'ils te prennent pas, ben ils gardent ton argent. Tu sais. Il y a du cash à faire avec ça. Mais une fois de temps en temps, il y a un festival qui dit oui, puis ça passe, puis t'es content. Ben tu y vas pas parce que t'as pas l'argent pour te déplacer. Mais bon. Au final, c'est ce que je disais tantôt, c'est comme on tournait, on avait l'impression de faire plein de courts-métrages, toujours avec les mêmes personnages, puis à un moment donné, de le voir au final, c'est juste waouh, c'est un long-métrage. Tu sais, il se tient, il marche bien, il marche très bien même. Je suis content que ça ait bien sorti comme ça. Puis j'ai participé à ça, puis je suis content d'avoir aidé. Content d'avoir donné un coup de main. C'était une belle expérience. Oui, je le referais. Je suis fière d'avoir fait partie de ce projet-là. C'est sûr qu'en embarquant, je n'avais aucune idée de ce que ça allait être, mais avec maintenant que c'est terminé tout ça, je me rends compte à quel point le travail de toute l'équipe là-dedans a été phénoménal. Tu sais, pendant 2 ans, tu étais avec le même monde super souvent, là. C'est le fun. Même s'il y a eu des petites tensions des fois de temps en temps, je pense que ça nous a juste rapprochés. Là. Dans le fond, ce que j'ai plus regretté du film, c'est souvent, il y a des fois, je n'étais pas venu parce que je filais pas, que j'étais down ou whatever. Puis, par après, avec le recul, je regrette quasiment de pas avoir mis mes culottes et de dire « Hey, je m'en vais tourner, là, tu sais. » Tout ce que j'ai fait, je suis content d'avoir fait, puis tu sais, je changerais pas ça. Mais je pense qu'en faisant ça, j'ai concrétisé le fait de faire des films. Mais j'ai comme l'impression que ça me tente plus de recommencer ce genre d'aventure-là. Genre, mes intérêts ont changé un peu. J'aime tout le temps autant ça, mais j'ai pas l'impression que je vais persister là-dedans. Combien de gens on a vu dans notre vie qui ont dit « Ah, je vais faire des films », mais ils le font pas. On se tape sur l'épaule parce qu'on a fait un film, puis on est bien bon, puis on est bien smart, là. Mais ça se fait pas tout seul. Fait que on a réussi à le faire au bout de la ligne, justement, je pense, parce qu'on était les deux ensemble. Un qui se donnait plus, dans le fond, vu qu'il était à la maison, puis qu'il était tout le temps là-dessus. Puis il y avait une personne que toute la journée se faisait chier dans une vraie job. Travailler à temps plein et faire un film, plus jamais, là. Le soir, cette personne-là revenait, puis continuait à travailler sur le film avec l'autre. Donc,
ça prenait le partnership. Parce que tout seul, mettons juste Caro ou juste moi, je pense pas qu'on aurait fait ce film-là. C'est ce que je souhaite, ce que le film apporte à Steve et Caro, c'est que ça amène à faire un autre long-métrage. C'est sûr, j'aimerais ça qu'on refasse un autre long-métrage cette fois-là avec du financement. Que ça amène de la reconnaissance, que ça amène quelque chose qui t'aide à cheminer tout simplement. Je pense que ça le fait, puis ça va continuer à le faire. J'ai peut-être l'air comme démotivé, mais je suis pas démotivé. C'est juste que ça fait longtemps qu'on est sur ce film-là, puis on a hâte que ça finisse. Puis là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce décor-ci champêtre, c'est comme une des dernières étapes. Fait qu'on on l'a dans le corps, ça fait 4 ans. Là. Mais c'est le fun. Je veux dire, de faire son propre film avec ses amis, puis de le faire à ta façon, puis de... Man, c'est une ride, là. C'est grimper une montagne, là. Fait que c'est cool, c'est très cool. Si quelqu'un veut le faire, je dis go, fais-le. Mais faut pas se mentir, c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut la peine. Mais c'est de la job. Mais ça vaut la peine. Mais c'est de la job. Mais ça vaut la peine. Je pense qu'éventuellement, on va toujours pouvoir y revenir, puis quand on aura 50 ans, puis qu'on fera des films à 100 millions à Hollywood, on va toujours pouvoir dire qu'on n'a jamais été payé encore pour ce film-là. Cut.